Désormais, dans cette machine, on va donc configurer les cartes réseau de manière à ce que on ait notre carte réseau qui se trouve ici en IP statique et celle-ci qui soit en IP dynamique, donc en client DHCP. Alors après vérification sur cette machine, donc sur ce serveur, j'ai donc ma première carte réseau qui porte le nom ENP0S3 et donc la deuxième carte qui porte le nom ENP0S8. Et nous avions vu que le nom peut varier, surtout lorsqu'on clone en fait la machine et qu'on se retrouve avec des copies, des clones, et bien le nom il peut varier assez régulièrement. Alors même s'il existe un moyen facile avec les commandes IProot notamment pour pouvoir renommer les interfaces, c'est pas le sujet qui nous préoccupe pour l'instant, donc je vais m'adapter par rapport au nom. Donc j'ai repéré mes cartes, ENP0S3 c'est la carte qui est en réseau interne qui va servir les clients DHCP. Donc mon serveur DHCP doit être en écoute sur cette carte. Et ENP0S8 c'est celle qui se trouvera de l'autre côté qui va permettre d'accéder à Internet si toutefois cette machine a besoin, par exemple, d'aller chercher quelque chose. Alors pour commencer l'opération, je peux constater que la commande ifconfig ne fonctionne pas, que la commande netstat-an u par exemple si je voulais voir les ports ouverts avec le protocole UDP ne fonctionne pas, et que la commande ARP par exemple ne fonctionne pas non plus. Alors ces trois commandes qui sont habituellement utilisées quand on fait du diagnostic, des réglages, de l'affectation d'IP, ici elles ne fonctionnent pas. Deux solutions à ce problème, soit m'en passer, soit les importer. Pour les importer, il faut que j'ajoute les fonctionnalités, en fait le paquet NetTool qui contient ces commandes là. Alors on va voir, on va essayer de s'en passer et on va voir si on arrive à s'en passer. Pourquoi elles sont plus là? Eh bien simplement parce que les temps changent, les machines évoluent. Le projet NetTool c'est un projet qui est ancien dans le monde Linux, qui est remplacé aujourd'hui par le projet IProot, qui a eu un petit peu du mal à s'implanter parce que les gens ont des habitudes, mais qui est beaucoup plus puissant au niveau des commandes. Donc avec une seule commande on peut tout faire en fait. Donc il faut envisager de l'utiliser. Pour s'y habituer en tout cas. Alors donc pour l'instant nous on va avec la commande iproot voir nos adresses, donc IP adresse show, voilà la commande. Alors adresse on pourrait l'écrire en toutes lettres hein, comme ça, ou bien l'abréger comme ça revient au même. Donc IP adresse show, on voit qu'on a une carte ENP0S3, ENP0S8, aucune des deux n'a d'adresse IP version 4. Et donc pour moi j'ai besoin que ma carte ici soit donc statique au niveau de son IP, donc je vais affecter une adresse pour pouvoir ensuite construire ma configuration DHCP ici de manière stable. Et de l'autre côté je vais mettre en DHCP. Alors on va commencer par elle, et ensuite on mettra celle-ci. Donc mettre la carte ENP0S8 en DHCP, c'est tout simple, DH client. On déclenche le processus de client DHCP avec l'option "-v" pour voir ce qu'on va pouvoir faire, V voulant dire verbose. Hein, si on devait l'écrire en toutes lettres, ça s'écrirait comme ça, verbose. Mais on ne peut que l'écrire comme ça, et on donne le nom de la carte ENP0S8. Donc là on voit que la machine envoie en fait une demande DHCP et elle obtient une adresse qu'on peut voir en bas de l'écran, 192.168.1.3. Grâce à ça, je peux envisager d'envoyer un ping sur internet avec un ping vers l'adresse 8.8.8.8 et on voit que ça fonctionne. Donc on suppose donc que cette machine est correctement configurée sur ce côté-là du réseau. Ça marche. Maintenant, on va fixer une adresse IP ici. Alors, fixer une adresse IP, ça se fait avec la commande IP adresse. Alors, attention, si on ne l'écrit pas en toutes lettres, on va se demander ce que veut dire cette commande. Ici, ça veut dire add, pour ajouter, mais là, ça veut dire adresse. Donc, il vaut mieux l'écrire en toutes lettres dans ce cas-là pour éviter toute confusion. On ajoute une adresse au device ENP0S3. On donne l'adresse qu'on veut, par exemple, lui donner. Et le masque.
Donc ici, on voit qu'avec ma commande, j'ai affecté l'adresse 172.30.0.254 avec un masque de 16 bits, c'est-à-dire 255.255.0.0, à l'équipement device ENP0S3, c'est-à-dire à cette carte-là. Donc ça veut donc dire, conséquence de ma manip, que cette carte-là est donc connectée sur ce réseau-là. Ça veut donc dire que ce réseau-là doit être le réseau 172.30. Alors comme il n'existe pas, que je suis en train de le construire, la machine que j'ajouterai sur ce réseau-là devra donc être calée sur ce réseau. Et en fait, l'objectif de notre manip d'aujourd'hui, c'est donc de construire la configuration de serveur DHCP pour construire ce réseau auprès des clients. Donc notre point de départ, maintenant nous l'avons noté, c'est que mon adresse ici est en 72. Alors, on peut vérifier IP address show et on regarde ENP0S3, on peut voir l'adresse, et on regarde ENP0S8 et on peut voir l'adresse qu'il a obtenue tout à l'heure. Maintenant que ça c'est fait, dans la présentation de mise en place de notre système, on avait vu qu'il était conseillé de stopper tous les processus qui s'appellent DH client. Ce qui veut dire que ma machine ne fera plus de requêtes DHCP tant que je ne lui demanderai pas d'en faire délibérément avec la commande DH client. Donc ça veut dire que la situation va rester stable tant que je ne redémarre pas en clair. Et c'est ce que je souhaite pour poursuivre en fait tranquillement les manips. Voilà, alors maintenant à ce stade-là, j'ai une IP fixe, statique en tout cas, sur ma carte ENP0S3. J'ai ce qu'il faut pour sortir sur ENP0S8. Je vais donc installer le service DHCP. Alors installer le service DHCP, apt install. Mais avant de le faire directement l'install, peut-être est-il souhaitable de vérifier que ma machine accède au dépôt pour lequel elle est censée être synchronisée, donc apt update. Si tout se passe bien, que la machine vous rend la main et que vous voyez défiler une liste de sites de connexion avec HTTP, Mirror, Debian par exemple, quelque chose qui ressemble à ça, et bien ça veut dire que c'est bon. Et à ce moment-là, apt install isc-dhcp-serveur. Là, ça veut dire que je vais chercher et installer le service qui s'appelle isc-dhcp serveur. On fait entrer. S'il est déjà installé, comme c'est le cas parce que j'avais préparé déjà la manip sur cette machine dans l'étape précédente que nous avions vu ensemble au niveau des explications, et ben c'est donc pas à refaire. Mais si c'est pas fait, ben en fait vous allez avoir quelques secondes de patience et ensuite le service sera installé. Je rappelle aussi ce qui avait donc été déjà expliqué et démontré dans la présentation de démarrage, que lorsque vous faites ça, et bien dans le dossier DHCP, vous vous retrouvez avec un fichier qui normalement s'appelle dhcpd.conf. Mais nous l'avions dans la présentation retiré avec la commande rm pour pouvoir retirer ce fichier. Donc ici j'ai plus de fichier. Alors attention, vous voyez un fichier dhcpd6.conf. Celui-ci ça concerne la version 6 d'IP, donc pour faire une config en fait DHCP version 6, ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc petit bilan pour l'instant, ici une IP fixe. Le service DHCP est installé, j'ai décidé du réseau en affectant 172.30.0.254 sur cette carte, ça veut donc dire qu'ici je serai donc sur le réseau 172.30. Donc à partir de là, je vais construire mon DHCP, mais pas un DHCP basique, puisque l'objectif que nous nous sommes fixés en début d'explication, début de présentation, c'est de construire un DHCP qui va classifier les clients en fonction de plusieurs critères. Classifier, ça veut dire en fait distinguer, ou autrement dit être capable de distinguer, c'est-à-dire de séparer, de reconnaître et de ranger dans différentes classes, c'est-à-dire en fait différents groupes.
Alors pour faire ça, on va construire un fichier que je vais vous présenter. Et donc ce fichier, il va être en 3 parties. Alors elles se suivent, ces parties, je les ai encadrées pour que vous les compreniez bien. Une première partie ici dans laquelle en fait on va commencer par l'instruction la plus importante qui consiste à déclarer la directive qui donne la possibilité à mon serveur de répondre à des clients qu'il ne connaît pas. Autrement dit, si je ne mets pas ça, ce serveur n'accepterait de fonctionner qu'avec des clients avec qui il a déjà eu des échanges, donc qui seraient donc journalisés. Mais dans un premier démarrage, ça n'existe pas cette situation, il faut donc mettre ce mot, quitte à l'enlever après si vous voulez verrouiller votre serveur. Donc ici je mets cette ligne. Ensuite cette ligne, log facility local, et une valeur derrière qui est de 0 à 15 en général. Ici je suis en intermédiaire à peu près à 7. C'est ce qui permet de donner des informations de journalisation lorsque je vais vouloir par exemple voir ce qui se passe au niveau de mon activité. Alors si ça se passe mal et que je cherche une erreur par exemple, et la valeur 7 c'est une valeur intermédiaire entre beaucoup de détails ou pas assez. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser cette valeur. Ensuite on a 2 directives qui consistent à fixer en secondes, ça ce sont des secondes ça aussi, la durée de prêt, c'est-à-dire pendant laquelle les clients vont conserver les informations que le serveur leur donnera. En clair, un client qui va récupérer une IP va avoir une durée limite d'exploitation de l'IP. S'il veut aller au-delà, il faudra qu'il prolonge. S'il n'a pas besoin d'aller au-delà, il résiliera automatiquement son bail. Alors le bail ici a une durée de 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure pour cette démonstration. On a aussi une directive de sécurité au cas où le client aurait la possibilité, et c'est, sachez-le, possible, de fixer lui-même une exigence de durée, c'est-à-dire si le client dit moi je veux une adresse et je voudrais la conserver 6 mois, pourquoi pas. À ce moment-là, si cette directive n'existe pas, eh bien le serveur lui donnera pour 6 mois alors que lui avait prévu de lui donner pour 1 heure. Si le client ne dit rien, il aura pour 1 heure. Si le client dit 6 mois, ben en réalité on verrouille ici grâce à cette instruction, il aura que 2 heures. Et ici vous mettez évidemment ce que vous voulez, il faut simplement que ce soit supérieur à la valeur par défaut. Voilà, donc on s'est un peu débarrassé de cette directive, j'appelle ça les options générales, parce qu'en fait elles vont s'appliquer à l'intégralité des déclarations qui vont venir ensuite. Ensuite on voit que j'ai encadré en vert la définition de mes classes clients, c'est-à-dire qu'ici dans cette démonstration j'ai prévu de faire un exercice qui va permettre de distinguer 3 catégories de clients que j'ai appelées rouge, verte, bleu, azus. Alors rouge, verte, bleu, azus, ce sont des mots, simplement il faut juste rester cohérent par rapport à ce qu'on veut obtenir. Ici moi je voulais que ce soit démonstratif, donc j'ai mis des couleurs dans mon fichier et j'ai appelé mes classes en fonction des couleurs pour que vous puissiez vous repérer facilement. Donc c'est pas vraiment très important en fait ces directives là, par contre on met pas n'importe quoi puisqu'on va devoir les exploiter, on va en parler tout à l'heure. Alors si on vous prenez l'exemple de la classe que j'ai dessinée ici, que j'ai appelée classe rouge, eh bien en fait vous voyez qu'ici je donne son nom, j'ouvre une accolade. Alors pensez que dès que vous ouvrez une accolade, il faut chercher tout de suite celle qui correspond à la fermeture. Elle doit donc forcément trouver la première accolade fermante que vous allez trouver. Fermante veut dire dans l'autre sens. Donc ça c'est une accolade ouvrante, ça c'est une accolade fermante. Donc si j'en ai ouvert une, je dois forcément quelque part trouver l'accolade qui s'appaire avec, c'est-à-dire qui s'associe et qui est fermante. Si j'oublie cette règle, ben je vais forcément à un moment donné avoir des erreurs parce que je vais oublier de fermer des accolades. Cette explication vaut aussi pour les parenthèses. Comme là, on cherche la parenthèse qui ferme. Donc, la classe rouge commence ici et s'arrête là. Elle contient une instruction et une option et une valeur. L'instruction veut dire que correspond à la classe rouge tout ce qui correspond, match ça veut dire correspondre,
dans la chaîne de caractères de l'option User Class. Alors c'est quoi cette chaîne? L'option User Class est une option normalisée dans le concept du DHCP. User, ça veut dire utilisateur, class, ça veut dire classification. Donc une classification qui serait faite par l'utilisateur administrateur. En clair, sur l'ordinateur, on pourrait spécifier un code donc, qui va marquer les trames lorsqu'on va faire des requêtes DHCP. Ces trames seront identifiées par ce marquage. Le serveur chercherait à identifier le marquage et en fonction de ce marquage, s'il a une configuration adaptée, il fournirait la réponse basée sur ce marquage. Donc ici, c'est exactement ce que je fais là. Le marquage en question, j'ai décidé que ça allait être salle 1. Salle 1, regardez bien, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Donc du caractère 1 jusqu'au 7e, si ça correspond à salle 1, alors ça appartient à rouge. Voilà ce que fait cette instruction. Elle va vérifier si une option User Class est présentée par le client et qu'elle correspond sur sa longueur de 7 caractères de la position 1 jusqu'à la dernière à salle 1, c'est-à-dire SALLE-1. À ce moment-là, le serveur comprendra que ce client appartient à ce que ici nous appelons la classe rouge. Bon, alors maintenant je vous ai expliqué ça, en fait je fais pareil ici avec une classe que j'ai appelée verte et qui correspond à l'identifiant salle 2. J'ai fait pareil avec une classe que j'ai appelée bleu et qui correspond à l'identifiant sur 6 caractères laptop 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait pareil avec une classe que j'ai appelée Asus. Alors regardez bien cette classe Asus, j'ai fait une petite différence. Correspond, si la chaîne de 5 caractères 1, 2, 3, 4, 5 correspond à Asus P, et le est logique, ça veut dire pas peut-être, pas si ou pas ou, mais et, ça veut dire absolument associé à, c'est-à-dire ça et ça. Donc je reprends, ça veut dire que cette classe Asus va englober tout ce qui aurait le champ User Class à 5 caractères formant Asus P et une chaîne hardware de sa position 1 à 3 représentant la valeur 02, 02, 02. Alors ça aussi c'est normalisé, vous cassez pas la tête à essayer de le déchiffrer. De la position 1 à 3, lorsqu'on parle de hardware, on parle de l'adresse MAC, c'est-à-dire les 3 premiers octets d'une adresse MAC. Et comme vous le savez sans doute, les 3 premiers octets d'une adresse MAC désignent toujours le code du fabricant, c'est-à-dire en fait la marque de la carte réseau qui équipe le PC. Donc ici, j'ai bidonné mon truc 020202, c'est en fait un truc bidon, mais ça va me permettre de le coder dans VirtualBox ou dans VMware, puisqu'on peut mettre des adresses MAC choisies volontairement, arbitrairement. On peut programmer de fausses adresses MAC. Donc résumons, la classe rouge, c'est l'identifiant salle 1 sur 7 caractères, la verte c'est salle 2, la bleue c'est laptop, la classe que j'ai appelée Asus c'est Asus P et une adresse MAC en 020202. Ensuite, une fois que vous avez défini vos classes, donc ça se fait en pratiquement tout en haut du fichier, vous fermez bien les accolades, vous faites bien attention, ici on voit bien que c'est fermé, ici on voit bien que c'est fermé, ici on voit bien que c'est fermé, donc on a bien 3 classes rouge, verte, bleu, plus cette classe Asus qui est un peu différente ici, et elles sont chacune bien déterminées, bien délimitées, bien ouvertes, bien fermées. Il n'y a rien qui traîne entre les accolades, par exemple ici il n'y a rien, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'instruction qui est sortie de sa classe. Donc si vous faites ça, alors maintenant on va s'intéresser aux mots qu'on avait mis ici, rouge, vert, bleu, Asus. On va les retrouver un petit peu plus bas. Alors maintenant, dans le cadre bleu là que j'ai représenté ici, on voit que on a une... on va descendre un petit peu. On a une déclaration globale du sous-réseau. Alors ici je vous ai mis ça sous forme de texte. Si vous voulez mettre ce genre de commentaire, il faut toujours commencer la ligne par un dièse pour pas qu'elle soit interprétée par le service. Donc si vous voulez mettre du commentaire, comme je l'ai fait ici, comme je l'ai fait là, vous n'oubliez pas de mettre un dièse en début de ligne. Donc,
déclaration du sous-réseau global. Ça veut dire qu'ici, je déclare mon sous-réseau 172.30 et mon masque. J'ouvre une accolade. Donc si vous ouvrez une accolade, vous pensez à tout de suite la refermer. Ici, je la referme tout en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout mon réseau, qui s'appelle donc subnet en anglais ici, tout mon sous-réseau en réalité, englobe l'ensemble des déclarations qui sont dans mes accolades. En clair, mon subnet va englober ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là et celui-là. Alors maintenant, on va examiner comment ça marche. Le pool, donc ceux-là, ils sont très similaires. Celui-là est un petit peu différent. On va prendre le rouge. Et rappelez-vous que le rouge, il correspond à ça. Le vert, il correspond à ça. Le bleu, il correspond à ça. Et le marron, ici, il correspond à ça. D'accord? J'ai mis des couleurs donc pour vous aider à comprendre, mais c'est pas les couleurs, bien sûr, qui sont le déclencheur, c'est le mot-clé qui est ici. Donc si vous prenez classe rouge, ou classe verte, ou classe bleue, ou classe Asus, vous devez avoir une directive qui autorise, donc ici regardez, allow member of rouge. Rouge c'est le mot-clé que j'ai émis. Si on prend celle-là, par exemple, allow members of Asus. Asus. Donc il va chercher les mots-clés allow members of bleu. Bleu. D'accord? Donc c'est le mot qui est ici qui cherche à faire correspondre à ça. Donc si vous ne vous gourrez pas de mots, si vous avez bien fait attention, les mots que vous avez mis ici doivent être exactement ceux que vous avez mis là-haut. Alors prenons par exemple les rouges. Ce pool, c'est-à-dire en fait cette étendue d'adresse IP, une étendue c'est une plage. Ça veut dire en fait intervalle en anglais. L'intervalle allant de 172.30.01 jusqu'à 172.30.020. C'est-à-dire on voit bien que c'est une plage d'adresse qui va de la 1 à la 20. Donc cette plage d'adresse fait partie d'un pool qui est autorisé aux membres de la classe rouge. Donc si vous êtes reconnu par le serveur comme appartenant à la classe rouge, en clair, si vous avez l'identifiant salle 1, alors vous êtes rouge et vous serez donc servi dans la plage 172.30.01 jusqu'à 172.30.020. Et dans ce cas-là, vous bénéficierez des options qu'on aura bien voulu mettre ici. Alors par exemple, là j'ai mis une option qui va donner un nom de domaine que j'ai appelé butoni.local. Ici, en vert, en bleu, en marron, j'ai fait exactement la même chose, mais bien entendu, j'ai changé la plage, donc je l'ai fait évoluer. J'ai changé le code, puisqu'ici les verts correspondent à la classe que j'avais appelée plus haut classe verte, et j'ai changé le nom de domaine ici, c'est-à-dire en fait l'option domain name, pour qu'on puisse distinguer les rouges des verts, des bleus et des marrons, ne serait-ce qu'en regardant le nom de domaine qui sera attribué. J'ai fait pareil pour les membres de la classe Asus. Donc j'ai donné une plage, vous voyez, alors là on voit bien les adresses IP, j'ai pas donné les mêmes. Ici je me suis un petit peu écarté, hein, je suis 172.30, 100.10 à 100.40. Maintenant, les rouges, les verts, les bleus, les marrons, qui correspondent donc respectivement à mes classes rouge, vert, bleu, marron, mais j'ai pas d'autres classes que ces quatre-là. Et pourtant, j'ai mis 5 pools. Si on regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire quoi ce cinquième pool? Ce cinquième pool, il permet de servir les clients qui ne sont ni attachés à rouge, c'est-à-dire ça, ni à vert, c'est-à-dire ça, ni à bleu, c'est-à-dire ça, ni à la classe Asus, c'est-à-dire celle-ci. Donc, les clients qui ne sont pas reconnus comme appartenant à cette classe, à celle-ci, à celle-là ou à celle-là, seront donc reconnus, c'est-à-dire en fait autorisés, allow unknown clients. Unknown, ça veut dire inconnu. Inconnu, eux ils sont connus, c'est les rouges. Eux ils sont connus, c'est les verts. Eux ils sont connus, c'est les bleus. Eux ils sont connus, c'est les Asus. Et bien tout ça, c'est les inconnus. Donc les autres, par déduction. Pour verrouiller le fonctionnement, pour être certain que cette classe ne peut servir que des clients inconnus et que celle-là ne sert que les rouges, celle-là que les verts, celle-là que les bleus, celle-là que les marrons, j'ai mis des filtres bloquants. J'ai mis deny et
ici, dans cette classe, je bloque tout ce qui est donné implicitement. Je bloque les rouges, les verts, les bleus, les azus. Je bloque les rouges. Alors, en fait, ici, je me suis trompé d'ailleurs dans ce document. Je suis en train de me rendre compte ici. Puisque j'ai appelé salle 1, salle 2, Asus portable et laptop, alors qu'en réalité, c'est pas les noms que j'ai utilisés ici. Alors, je me rends compte au moment où je fais cette présentation que j'ai fait cette erreur, ce qui veut donc dire que c'est pas cohérent. Donc plutôt que d'essayer de faire fonctionner l'ensemble, je vais corriger le document. Ça va vous permettre, vous, à cet instant précis de cette présentation vidéo, d'essayer de comprendre l'erreur et quelle pourrait être la conséquence de cette erreur. Et pendant ce temps-là, moi, je vais mettre cette vidéo en arrêt, je vais faire une coupure, je vais modifier et corriger mon document, et je vais le mettre en cohérence. Et ensuite, nous allons donc pouvoir repartir sur l'explication que j'espère vous aurez déjà trouvée par déduction. Donc après correction sur ce document qui était donc en fait buggé, eh bien j'ai corrigé ici ce que vous aurez probablement donc constaté comme étant une erreur tout à l'heure. C'est-à-dire que ce pool ici va donc autoriser les clients inconnus. Si ce sont des clients inconnus, il faut donc considérer que ce sont ni les rouges, ni les verts, ni les bleus, ni les Asus. Donc ni les membres de rouge, ni les membres de vert, ni les membres de bleu, ni les membres de Asus. Donc il faut les interdire, c'est-à-dire les empêcher d'accéder à ce pool. Donc deny members of, et vous mettez les rouges, pareil, les vertes, les bleus et les Asus. Si vous refusez cela, vous êtes certain qu'ils ne viendront pas chercher ici, même si un pool ici est saturé. Ça permet de verrouiller le fonctionnement, d'être certain que les rouges s'occupent de ceux qui ont bien été identifiés et qui ne tombent pas par défaut dans cette classe, un petit peu comme une classe de repli, une classe par défaut. Et donc en faisant ça, vous allez pouvoir normalement faire fonctionner votre serveur qui va classifier correctement, et tout ce qui n'est pas classifié ou qui a une classification, c'est-à-dire un marquage inconnu, il va se rabattre là-dessus. Et à ce moment-là, on verra qui donnera les adresses IP sur cette plage-là, qui donnera une option domain name à visiteur.local, et pour vous montrer qu'on peut aussi jouer sur des paramètres, j'ai mis une option routeur qui force à 000 la passerelle. Donc en clair, les clients inconnus n'auront pas de passerelle de configurer, ils pourront donc pas aller sur internet, alors que tous les autres ici vont bénéficier de ces options globales sur mon étendue. Ils auront donc cette adresse de passerelle et ils auront ces DNS. Alors maintenant que tout ça a été vu, ce qu'on doit faire, c'est copier sans faire aucune erreur tout ce qui est ici, en partant évidemment d'en haut. Donc en fait tout ce texte là, si vous le tapez à l'identique, vous allez reproduire exactement la configuration que j'ai préparée ici pour cette démonstration. Et déjà ce serait une bonne chose au niveau de la manip, et ensuite de vérifier que ça fonctionne. Alors pour pouvoir le faire, eh bien on va le faire en deux temps, c'est-à-dire que je vais vous proposer de faire votre copie. Ça sert à rien de montrer comment on va le faire. Par contre, une fois que c'est fait, vous reprendrez la présentation vidéo qui va logiquement être la suite, qui va consister à mettre en marche, à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, et si on a fait des erreurs, à trouver d'où vient l'erreur, essayer de la localiser, de débugger. Alors s'il n'y en a qu'une, ça va, s'il y en a 10 ou 20, on va passer du temps. Et une fois que tout est corrigé, on ne devrait plus avoir de traces d'erreurs dans le journal, et on va pouvoir commencer à tester, c'est-à-dire en fait on va pouvoir envoyer des pings, avant d'envoyer des pings, plutôt d'envoyer des requêtes DHCP et de jouer sur les identifiants de classe, indiquer
les différents identifiants qu'on a mis, salle 1, salle 2, laptop, Asus, et voir si le poste client qui nous servira de test va changer d'adresse, va changer de page, va changer de nom de domaine au gré des identifiants qu'on va utiliser. Donc maintenant, à cette étape de la présentation, eh bien, inscrivez l'intégralité de ces instructions. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est éventuellement les commentaires, si vous voulez faire un peu d'économie de saisie. Mais tout le reste, si vous l'éditez tel qu'il est ici, vous n'oubliez surtout pas cette accolade qui s'appaire avec celle-ci. Vous n'oubliez pas de fermer bien vos accolades, bien vos parenthèses lorsqu'il y en a, comme c'est le cas ici. Vous mettez les espaces, notamment quand vous faites des déclarations ici, là, dans des accolades, vous ne collez pas le caractère à l'accolade. Hein, quand il s'agit d'accolades, retenez que vous ne collez pas les instructions sur les accolades. Quand c'est des parenthèses, c'est possible, comme c'est le cas ici. Même si vous voulez mettre un espace, ça n'est pas obligatoire. Mais quand vous mettez une accolade, vous voyez ici, j'ai décollé mon accolade du point virgule. Vous voyez aussi que les points virgules terminent les instructions. Donc quand on en a fini avec par exemple classe verte, on met un point virgule, on ferme l'accolade. Si je ne mets pas de point virgule, lui, il attend ce qu'il y a derrière. Donc il va interpréter l'accolade comme étant une suite d'instructions et non pas comme une fermeture de déclaration. Du coup, le truc devient fou, ça marche pas. Et vous finissez par devenir fou aussi parce que vous ne trouvez pas la raison pourquoi il ne veut pas se lancer. Donc, beaucoup de rigueur, le temps qu'il faut pour bien écrire. Si vous êtes déjà un peu parti sur une aventure, je vais faire mon propre serveur et que vous avez décidé de ne pas utiliser les adresses que j'ai mis ici, les noms, les plages, la classification que j'ai décidé, alors vous planifiez exactement, vous préparez ce que vous voulez faire, vous le faites et vous essayez de produire en fait ce que vous aurez planifié au niveau de la config. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire à terme. Si vous ne le faites pas là, vous le ferez après, mais contentez-vous peut-être pour commencer de retaper ça et en essayer ensemble de le faire fonctionner dans la suite de cette présentation.